médecine, donc 5e année de médecine. J'ai un master 2 de recherche en neurosciences entre la 3e et la 4e année. Une petite formation à HEC en parallèle et puis fondateur de la société Samdoc. L'objectif, c'est de réussir à transférer une technologie qui est vieille comme le monde, qui est regarder un visage, regarder un corps, l'analyse comportementale, transférer cette technologie en milieu hospitalier. Donc tout simplement, on va permettre au médecin de regarder son patient sans être là. Dès que tu as besoin d'avoir une information comportementale, corporelle de ton patient, sa couleur, ses mouvements, son évolution de forme, c'est n'importe quoi, tu as besoin de nous. Parce que demain, tu vas avoir besoin de suivre ton patient en continu. On voit bien que le suivi ponctuel arrive en bout de course. Tu as besoin de construire des modèles complexes de suivi, de prédiction. Donc tu as besoin d'un suivi continu. Nous, on va venir développer un modèle global qui permet de numériser le patient au niveau de son physique. Thomas et moi, on vient du métier, on vient du terrain, donc on n'a pas essayé de réinventer la roue, tu vois. Aujourd'hui, quand tu veux suivre la douleur en réanimation, tu utilises une feuille de papier et sur laquelle il y a un score qui s'appelle le BPS ou le CPOT, ça dépend, tu as deux types de C'est la scores. petite réglette, hein, c'est bien ça. Alors en fait, tu as la réglette pour les gens qui peuvent communiquer, et ceux qui ne peuvent pas communiquer, en fait, toi, personnel soignant, tu vas le voir et tu essaies de déduire de son comportement, alors qu'il est inconscient, mais tu as quand même des arcs Ok. réflexes, tu essaies de déduire de son comportement un niveau de douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes s'il a un visage plus ou moins crispé, s'il a le corps plus ou moins tendu et s'il respire plus ou moins de façon apaisée. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est une feuille de papier, c'est un score sur 12 et on le fait toutes les 4 heures. Donc on se dit, ok, il faut qu'on développe un produit qui va numériser ce score. Et en plus de ça, on va le rendre continu. Donc on va améliorer la prise en charge. La première étape, c'est d'abord de montrer au médecin une donnée continue et lui va interpréter. Et demain, peut-être interpréter à sa place sur certains moments où lui n'est pas là. Non, ça ne fonctionne pas sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on adapte une technologie, on adapte un savoir-faire qui est resté dans les laboratoires au milieu hospitalier. Par contre, demain, quand tu vas devoir prédire, effectivement, tu vas devoir venir analyser tes données, tes multiparamètres, tu auras plein de paramètres, tu auras la fréquence cardiaque, la tension artérielle, tu auras plein de paramètres. Et là, tu vas pouvoir venir prédire peut-être une évolution de douleur, une dégradation de ton patient, la nécessité de réinjecter des doses. Neva branché sur les scopes, sur les électrodes, c'est Neva branché sur les lits avec le matelas qui va bouger, etc., etc. Donc tu vas avoir un multiparamètre. Et c'est peut-être ça aussi Neva au fond, c'est réussir à centraliser autour d'un sujet qui est la douleur ou l'analyse comportementale, centraliser toutes les infos, puisque toutes tes informations que tu pourrais capter comme le signal cardiaque, la fréquence respiratoire, etc., ont un impact corporel direct que nous, on va pouvoir percevoir. Donc tu agrèges toutes les données qui proviennent de différents dispositifs Mm. connexes, qui vont Mm. être des dispositifs connectés, qui vont venir justement peupler Neva avec toutes les données et en Mm. temps réel, justement dans ce cadre prédictif, à terme, C'est ça. être Et capable de ça, c'est demain. déclencher. Voilà. Ok. Ça, c'est demain. En 2019, donc à peine 2 ans après le lancement de l'iPhone 10, avec son capteur facial pour déverrouiller le téléphone, Face ID, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place où tu as une explosion sur le marché de plein de petits capteurs 3D simples à utiliser. On s'est dit, ok, on va faire notre preuve de concept dessus. Pourquoi c'est pertinent à moyen terme? C'est pertinent parce que quand tu vas avoir besoin d'aller en dehors de l'hôpital, à domicile, en cabinet libéral, tu vas pas fournir des caméras à fixer sur le lit, etc. Non, un smartphone, c'est très bien. Comment on a fait l'évaluation avant d'aller à l'hôpital ici en interne, par rapport déjà aux 50 ans de science que tu as, voir si on avait des performances similaires, donc des recherches ici. Ensuite, tu évalues les risques potentiels, donc tu te projettes sur c'est quoi une chambre de réa. Tu construis ton analyse de risque, tu construis la sécurité de ton dispositif, et puis ensuite, et là c'est tout récent, tu lances des études cliniques. Comment on va l'évaluer, puisqu'on n'a pas encore commencé ces études, mais comment tu vas évaluer ce dispositif, c'est très simple. Tu prends le score dont on parlait au début, tu prends ton score à toi, et puis tu dis, ok, est-ce que je suis suffisamment corrélé pour être valide? En France, on est à la moitié du marquage CE à peu près. On a un marquage CE qui est lourd parce qu'on est 2B, donc c'est assez Mhm. élevé.
Pourquoi on est 2B? Parce que tu traites un signal qui est considéré comme pathologique sur un patient très fragile. L'enjeu pour nous, c'était de constituer un marquage CE qui permet à la fois de faire facilement des mises à jour et ton marquage, il est pas restreint douleur. Tu essayes d'ouvrir un peu et de proche en proche, tu vas ouvrir sur d'autres secteurs, tu vas ouvrir sur d'autres pays. Les équipes, elles sont géniales parce qu'elles ont envie en fait de... Tu vois, le BPS, ça date de 2001. Ça fait 20 ans qu'on l'utilise. Ça fait 20 ans qu'on remet en question à chaque papier autour de la douleur en réa. Tu as peut-être que dans la discussion, tu as peut-être qu'on devrait trouver un autre modèle. Voilà. Alors, on l'amène et en fait, elles adorent. Alors, on s'est rencontrés, j'étais en Master 2 de recherche, février 2019. Thomas avait un projet, en fait on avait deux projets différents mais qui traitaient du même sujet, c'était la 3D sur le visage et sur le corps humain. On évalue le besoin marché par nos connaissances et puis par nos pairs en fait qu'on interroge. Le besoin est là, la techno est présente. À nous de trouver la recette pour mettre tout ça ensemble. On fait une preuve de concept de j'arrive à récupérer des données faciales, à les envoyer à un serveur qui fait un traitement dessus et à les renvoyer à l'iPhone ou à l'iPad. Et à partir de ce moment-là, on a compris qu'on pouvait faire un truc de fou. Les banquiers vont pas être contents, mais on fait un prêt étudiant. Ok. Donc Thomas et moi, on investit notre prêt étudiant dans la société. Et puis en fait, tu as des super organismes qui t'accompagnent. Tu as la BPI, tu as la région Normandie qui nous suivent, tu as l'incubateur qui te donne une enveloppe. Première augmentation de capital, petite augmentation de capital avec des business angels. On refait un tour, ils réinjectent et c'est comme ça qu'on survit aujourd'hui. On a encore 2 ans devant nous pour développer ce produit. Aujourd'hui, on est 17, deux fondateurs et 15 collabs. Que des salariés. Que des salariés. Ça fait quand même une belle masse salariale Ouais. qui pèse quand même dans les comptes. Et alors, la France est bien faite pour ça. C'est que quand tu emploies des jeunes docteurs, des jeunes chercheurs, tu as plein d'avantages. Et au final, on a déjà 5 docteurs dans l'équipe. On aime bien les profils médicaux ou scientifiques ou quelque chose. Et puis ils font tellement avancer le projet que tu te dis, bah, en fait, est-ce qu'il vaut mieux avoir 30 000 euros de masse salariale mensuelle pendant 36 mois ou 50 000, mais au bout de 12 mois, tu as plié ce que tu avais à faire. D'accord. Première étape, le marquage. Marquage CE. Dans la foulée, on commence déjà à le faire, c'est closer des deals commerciaux avec des hôpitaux, peut-être avec des distributeurs demain. Mon objectif, c'est fin 2022, tu as démontré que ton produit marchait, que tu avais une traction marché et que tu savais faire vivre ton marché, vendre dessus. Une fois que tu as ça, on est sur un secteur tellement innovant qu'on va pas avoir de mal à aller dealer avec des constructeurs de lits pour s'implanter dedans, tu vois, des constructeurs de caméras, etc., etc. La France, jusqu'à, je dirais, mi-2022. Ensuite, on attaque l'Europe. On va jumeler avec Israël aussi, qui est un gros moteur de start-up là-bas. Et puis, horizon 2023-4, on va aller taper sur les US. Tu as 3 options. Soit tu fais une levée, et vu les montants qu'on va aller chercher, ce sera des capital risqueurs, donc à voir. Soit tu fais rentrer un corporate, donc tu vois, un constructeur de lits ou un constructeur de caméras, ça peut être des marchés intéressants pour eux. Soit tu vas chercher la cotation sur un marché secondaire. On est une start-up, ça c'est vrai, mais sauf que le problème c'est que ta start-up qui fait de l'hypercroissance, t'as Alan, Payfit, tout ça, là, qui vont chercher des centaines de millions de chiffres, et puis ta start-up parce qu'elle est innovante, parce qu'elle est disruptive, mais pas forcément parce qu'elle va chercher 100 millions de chiffres à 8 ans, quoi. Donc je suis pas sûr que déjà tout le monde soit au courant de ça et puis qu'on ait des modèles internes à l'entreprise qui soient bons avec tous les investisseurs. Donc quand on va faire un nouveau tour de table, on sera très clair là-dessus, sur nos ambitions à 5-10 ans, le rythme qu'on va mettre et le temps
qu'on attend de présence pour nos investisseurs. Parce que tu sais, s'ils sortent au bout de 4 ans, enfin moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous souhaite à Thomas, à toi, à toute l'équipe une très belle réussite. J'ai l'impression que vous êtes bien partis. J'ai l'impression qu'il y a énormément de marchés à aller chercher. Et puis, belle innovation, donc Merci. chapeau bas. Hein. Merci. Merci.